ravi de vous retrouver sur les antennes d'ITV. Bienvenue dans cet entretien spécial. Entretien spécial reçoit aujourd'hui Ousmane Sène. Il est directeur du Centre de recherche ouest-africain. Il est également spécialiste des études américaines. Ousmane Sène, bonjour. Bonjour. Nous allons parler avec lui. Nous allons aborder des questions liées à l'élection présidentielle qui se déroule aux États-Unis. Ce sera donc le 5 novembre. Ce 5 novembre. Nous allons également aborder les questions liées aux élections législatives au Sénégal. D'ailleurs, nous allons démarrer par ces législatives au Sénégal avant de nous rendre aux États-Unis. Alors, Ousmane Sène, 41 listes qui se disputent, 165 postes de députés. C'est des signes d'une démocratie quand même vivante au Sénégal, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop? Oui, c'est vrai, c'est le signe d'une démocratie vivante et libre au Sénégal dans la mesure où il est permis à chacun qui remplit les critères au terme de la loi et d'autres considérations de pouvoir postuler et même, j'allais étendre, de pouvoir créer son parti politique. C'est tellement démocratique qu'on en est arrivé à une situation où on ne peut plus compter le nombre de partis politiques. Et j'entends des gens dire qu'ils vont constituer leur propre parti politique. Donc la liste n'est pas encore fermée. Et on n'est pas loin de 300 plus. Pour les listes qui sont en liste pour ces élections parlementaires, c'est aussi la même chose. C'est tellement vrai qu'avant de venir, j'ai pris le soin d'écrire le nom de certaines coalitions pour ne pas les oublier. Vous vous y perdez, comme on dit, vous y perdez votre latin, tellement il y a de formations. Donc, peut-être qu'une certaine frustration auprès de l'électeur qui ne sait plus où choisir, mais sur le plan de l'ouverture, véritablement, c'est une ouverture démocratique qui permet à chacun de pouvoir briguer un poste de député comme la loi sénégalaise l'y autorise. Vous l'avez dit, chacun est libre de briguer quand même le suffrage universel des Sénégalais. La dernière, lors de l'élection législative ou des élections législatives en 2017, on s'est retrouvé avec 47 listes. En 2024, avec 41 listes. On parle un petit peu de la rationalisation, un petit peu des dépenses. Faudrait-il pas repenser en quelque sorte le système électoral sénégalais pour permettre, oui, à tout le monde de participer, mais quand même avec des critères un peu plus exigeants? Il ne s'agit pas seulement de rationaliser les dépenses, mais il s'agit aussi de veiller à deux choses. Qu'il y ait quand même des programmes distincts, bien articulés, pour que celui qui choisit en dernier ressort, c'est-à-dire l'électeur, puisse s'y retrouver. À part certaines grandes alliances, si vous voulez, ou intercoalition ou coalition, les autres, c'est des promesses qui tiennent du b.a.-ba. Si je suis élu, je ferai en sorte que vous, les artisans, on entende votre voix. Si je suis élu, on va réhabiliter ce quai de pêche, etc., etc. C'est le discours partagé pratiquement par l'essentiel des candidats. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même une rationalisation pour que quand on lit les programmes, qu'on puisse faire la différence et faire un choix. Maintenant, je crois que le choix se fera en fonction, si vous voulez, de la photo du candidat ou d'un des candidats qui aura le plus marqué les esprits sénégalais. Celui qu'on connaît le mieux, celui qu'on apprécie mieux. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire pour les 41 candidatures. Parce qu'il y a des entités, je m'excuse de l'expression, qui sont quasiment anonymes. L'autre élément, c'est il faut quand même on fasse en sorte que l'électeur s'y retrouve. Vous et moi, nous pouvons nous y retrouver parce que nous sommes alphabétisés. Mais ceux qui ne sont pas alphabétisés, qui ont du mal à reconnaître en fonction
si vous voulez, des couleurs, n'étant pas capable de lire ce qui est écrit, à partir de ce moment, ça crée une certaine confusion qui n'est pas dans l'avantage d'ailleurs des candidats. Donc, rationaliser, ramener les choses à leur juste proportion. Quand il s'agit des joutes électorales sénégalaises, présidentielles, parlementaires ou locales, je crois que ça, c'est une nécessité. Alors, vous l'évoquez tout à l'heure, les promesses de campagne. Lors de cette campagne électorale-là, on entend toutes sortes de promesses, alors qu'ils veulent devenir quand même des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que nos acteurs politiques, d'ailleurs, est-ce qu'ils maîtrisent réellement le rôle du député ou ils sont dans leur rôle Alors moi, je ferai attention. Si vous voulez, le son de cloche que l'on entend le plus souvent, oui, mais ils sont payés à ne rien faire. Il faut faire très attention. Je ne suis pas de ceux qui condamnent comme ça à l'emporte-pièce. Et en plus, ceci d'autant plus que l'autre jour, j'ai entendu sur un plateau de télévision une ancienne députée qui était en train de nous parler de leur travail. Vous avez des commissions, vous commencez à travailler à 9h et vous allez jusqu'à 1h du matin. Il y a des sessions spéciales de l'Assemblée, on les voit, ça va jusqu'à 1h du matin, au-delà de minuit même. Et bon, il y a des situations très compliquées où éventuellement la violence peut venir. Tout cela, plus le besoin d'aller vers votre base et de parler aux populations, surtout dans les zones reculées, je crois que dans l'ensemble, les députés ont beaucoup de pain sur la planche. L'idée aussi de dire, oui, mais il faut qu'on ait des députés qui aient une compréhension très pointue des enjeux, au point que certains même ont dit qu'il faudrait des assistants parlementaires. Si on leur donnait des assistances parlementaires, ce serait très bien. Parce que ça allégera le travail et ça leur permettra de mieux comprendre les enjeux. Mais entre vous et moi, qu'on se dise la vérité, tous les enjeux qui sont sur la table du Sénégal, lequel d'entre nous les maîtrise tous? Donc il faudrait peut-être être un peu charitable et modeste, leur reconnaître le travail qu'ils sont en train de faire, mais dire, comme pour chacun d'entre nous, peut mieux faire. Mais l'idée qu'on amène à l'Assemblée des gens qui comprennent seuls le français, je crois que ça, ce n'est pas la meilleure des choses. On peut être absolument dans les langues nationales et pouvoir comprendre les enjeux. Mais est-ce que nos acteurs politiques, vous les avez écoutés sûrement lors de cette campagne, nos acteurs politiques, dans les arguments qu'ils avancent, c'est quand je serai élu député, je vais installer une usine de transformation, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais est-ce que nos acteurs politiques maîtrisent réellement ce que c'est le rôle d'un député à l'Assemblée nationale, au vu du discours qu'ils avancent? Oui, mais tous, pas nécessairement, mais ceux qui ne maîtrisent pas, s'ils sont élus, ils vont apprendre. Mais quand même, il y a dans le Landerneau des gens qui maîtrisent bien les enjeux. Soit ils ont été aux affaires à un niveau très élevé, le Premier ministre Amadou Ba, soit ils ont été parlementaires à plusieurs reprises, quelqu'un comme Barthélémy Diaz, soit ils ont épluché les questions qui interpellent les Sénégalais pendant qu'ils étaient dans l'opposition, quelqu'un comme Ousmane Sonko. Et il y en a d'autres. Même la dame qui est en train de faire son chemin, Madame Anta Babacar, Ngom, oui, Anta Babacar Ngom, c'est des gens que l'on entend, mais on sait parfaitement qu'ils maîtrisent absolument les enjeux au Sénégal, là où il y a les problèmes. Maintenant, le problème, c'est entre ce qu'on peut promettre et ce qu'on peut faire. Même dans l'élection présidentielle, il y a des moments où on se dit que bon, peut-être qu'il y a beaucoup de promesses, mais il n'est pas évident qu'on puisse réaliser toutes ces promesses-là. Même au niveau national, dire que, si vous voulez, le développement du Sénégal se fera avec les seuls moyens du Sénégal, ça c'est rêvé, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Le fait de s'endetter est une donne qui est universelle. Même des pays comme les États-Unis ou la Chine sont obligés de s'endetter. Quand vous allez aux États-Unis, allez à New York, je crois que c'est Madison Square Garden, vous avez une grande pancarte lumineuse qui est là et qui vous annonce tous les jours où se trouve la National Debt,
la dette nationale. S'endetter, c'est normal dans le processus de développement, d'avancement de toute nation. Alors, parlons-en. La violence qui s'est invitée à la campagne électorale, on a l'impression qu'à chaque fois que la campagne électorale approche, ou qu'à chaque fois qu'on est dans la campagne électorale, il faut forcément qu'il y ait des scènes de violence. Comment changer cette mentalité-là? Oui, voilà une question que j'ai souvent abordée ad nauseam, c'est-à-dire on l'a tellement abordé qu'on se dit, est-ce qu'on doit continuer à en parler? On peut, dans la mesure où ce que l'on essaie de faire, c'est pour le bien du peuple, on peut s'arranger à, si vous voulez, nettoyer la manière de le faire. Autant on est noble dans ses intentions, c'est-à-dire servir le peuple, mais autant on devrait aussi être noble dans la manière de le faire. Il n'y a aucune utilité à abonder dans une certaine violence, soit verbale, soit physique, parce que la violence ne mène à rien du tout. La violence ne mène à rien du tout. Même les révolutionnaires et les révolutionnaires professionnels, il y a un moment où ils préfèrent utiliser d'autres armes que de prendre la violence. Et il est heureux. C'est pour ça que je disais qu'il est heureux que ces scènes de violence ou ces manifestations de violence se soient manifestées soient apparues dès le départ pour que quand même les gens puissent se prononcer et avertir. Le président lui-même l'a dit. Le président, à la limite, a fait des menaces à peine voilées. Quelle que soit la personne qui serait en porte-à-faux avec la loi, devra payer ses turpitudes. Donc c'est une très bonne chose, mais il y a d'autres voix aussi averties qui disent qu'il faut bannir la violence. Au niveau même des politiques qui sont sur le terrain, il y a d'ailleurs une coalition qui a Djamandjiring. Donc le mot paix est déjà dans leur appellation, mais le mot paix aussi apparaît régulièrement dans les discours qu'ils charrient. Donc il faut se féliciter du fait que, bien que la violence soit toujours une intruse qui s'immisce dans le jeu politique sénégalais, il y a quand même des consciences qui sont là pour dire aux gens, ce n'est pas la solution, faites-le pacifiquement et attendez les résultats. C'est une très bonne chose. Vous l'avez dit, le président de la République a été ferme lors de son retour de voyage pour ce qui est donc, de la violence qui s'est invitée dans la campagne électorale. Il a à peine, vous l'avez dit, menacé de représailles les acteurs qui seront les auteurs, disons, de ces violences-là. Ce discours, il est parfait. Vous pensez également qu'il va faire effet? Ah, j'aimerais bien que le discours fasse effet. Alors, il y en a qui lui font un mauvais procès. Il faut très vite en parler. Oui, mais le président Diomaye parle, mais même ses militants ne l'écoutent pas. Non, il ne faut pas qu'on aille vers ce chemin-là. Ça, vraiment, il faut l'éviter. Même le tout-puissant Senghor, quand il était au pouvoir, il y avait des gens du Parti socialiste qui lui portaient la contradiction ou qui ne respectaient pas nécessairement ses mots d'ordre. Et je ne parle même pas du président Abdou Diouf qui avait déjà des divisions au sein du Parti socialiste. Je crois que nous avons tous intérêt à écouter ces paroles de sagesse que nous partageons avec le président. Ce qu'il a dit très clairement, c'est si vous voulez y arriver, il faut éviter la violence parce que la violence n'est pas une solution. Tout à fait. Vous n'allez pas servir le peuple en essayant de faire couler le sang du peuple. C'est aberrant. C'est absolument absurde. Donc, prenez, si vous voulez, les outils ou les atouts ou les instruments qui sont les mieux pour pouvoir servir le peuple. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un qui est déjà mort. C'est fini. Et ne serait-ce qu'une seule personne qui perd la vie, c'est un Sénégalais de moins que vous servirez. Donc, dans ces conditions, il est bon de créer une atmosphère qui permette à tout le monde d'aller jusqu'au chute de Fongolimi, d'aller jusqu'à Mbadakhoune et donner la bonne parole et faire en sorte que les Sénégalais vous suivent et votent pour vous. C'est très simple. C'est un discours. Tenez le bon discours. Tenez le bon discours devant les populations qui vous écoutent et vous emporterez la mise. Les enjeux de ces élections, parlons-en. Le pouvoir en place cherche une majorité. L'opposition également veut obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Il faut le dire, on n'a pas encore vécu cette situation où l'opposition est
à une majorité absolue, disons, à l'Assemblée nationale, les enjeux de ces élections législatives? Oui, mais un pouvoir qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, où finalement se votent les lois, oui. où se votent les budgets, qu'est-ce que ce pouvoir-là peut faire malgré ses promesses ou malgré ses projets? Pas grand-chose. Donc, ce n'est pas être partisan que de dire qu'il est souhaitable pour un pays comme le Sénégal que les tenants du pouvoir puissent avoir une majorité qui puisse leur permettre de fonctionner. Mais en même temps, on ne souhaite pas qu'ils aient une majorité qui tende à réduire l'opposition à sa plus simple expression. On parle d'ailleurs de majorité écrasante. Oui, majorité écrasante et réduire l'opposition à la portion congrue, ce n'est pas non plus une bonne chose pour la démocratie. Je crois qu'il faudrait peut-être avoir un certain équilibre. Autant les tenants du pouvoir ont des représentants à l'Assemblée qui assurent que quand même les budgets passent et certaines lois nécessaires pour la prospérité du Sénégal passent, qu'on puisse avoir ça, mais qu'ils aient devant eux des gens qui sont suffisamment nombreux, suffisamment aguerris, suffisamment avisés pour pouvoir leur porter la contradiction. Parce que l'essence de la démocratie, c'est ça. Qu'il n'y ait pas qu'une seule voix, mais qu'il y ait une voix et une autre voix qui puisse porter la contradiction pour qu'on puisse avoir un équilibre harmonieux qui puisse permettre de faire fonctionner les choses. Sans transition, nous parlons donc de la présidentielle américaine. C'est ce 5 novembre. Kamala Harris et Donald Trump vont devoir attendre donc, le choix des Américains. Alors, on évoque d'abord le choix de ces deux candidats. Pourquoi les démocrates ont misé sur Kamala Harris? Pourquoi les républicains ont également fait confiance à Donald Trump? Il faudrait le rappeler, qui a dirigé les États-Unis pendant 4 ans avant de voir Joe Biden le remplacer. Le choix de ces deux candidats. Beaucoup de républicains se sont mis en situation de défiance par rapport à Donald Trump. Même l'ancien président Pence, qui était le vice-président Donald Trump, oui. Et Liz Cheney, qui est la fille du célèbre Dick Cheney, qui était dans les gouvernements Bush, se sont levés. Même la dame qui représentait les États-Unis au niveau des Nations Unies, tout ce monde-là n'était pas pour Trump. Et jusqu'à présent, il y a des ténors du Parti républicain qui sont anti-Trump. Mais ils n'y peuvent rien parce qu'ils n'ont pas d'alternative à Trump. Oui. Ils n'ont pas un profil qui s'impose. Il y en a qui ont essayé. Il y a eu le gouverneur de la Californie qui a essayé. Il y a eu le gouverneur en particulier de la Floride. Tout ça, c'est des gens qui avaient, si vous voulez, imposé, si vous voulez, leur ndende, mais finalement, ils n'ont pas pu percer et ils n'ont pas pu ébranler la popularité de Donald Trump. Oui. Qui, quoi qu'on en dise, malgré son discours, malgré tous les pots qu'il y a et casseroles qu'il y a derrière lui, emporte la majorité au niveau du Parti républicain. Donc, il s'est imposé comme un choix. Harris, finalement, n'était pas le choix du Parti démocrate. Le choix du Parti démocrate, c'est faire ce qu'on a l'habitude de faire. Le président qui est en exercice, tant qu'il n'a pas 2 mandats, peut être candidat. Ce qui a été fait, Biden a été candidat. Mais vous vous rappelez ce débat-là entre Biden et Donald Trump, où Donald Trump l'a littéralement écrasé parce que Biden, quand même, la différence d'âge entre les deux, ce n'est que 3 ans, mais Biden est devenu un peu, disons, sénile avant la lettre, ou peut-être que, bon, il n'a pas pu résister autant que Donald Trump, mais toujours est-il que son esprit, sa capacité de rétention, sa capacité de réflexion sont un peu atteintes par l'âge et il a eu une très mauvaise performance. C'est à partir de ce moment que les gens ont dit « Oui, mais Biden, nous ne croyons pas qu'il puisse tenir la barque démocrate. Trouvons une solution. » La solution, elle était toute faite. Il y a la vice-présidente Kamala Harris et vous voyez la situation.
Kamala n'est pas partie au moment où on a sifflé. Elle est partie bien après, mais elle a quand même rattrapé Donald Trump parce qu'au niveau des sondages, c'est 50-50, ou pratiquement 50-50. Tout à fait. Vous l'avez dit, au niveau des sondages, les deux candidats sont coude à coude. Aujourd'hui, on a vu lors de cette campagne électorale-là l'implication de l'ancien président Barack Obama aux côtés de Kamala Harris. On a vu le patron de X, Elon Musk, une personnalité très influente aux côtés de Donald Trump. Comment séparer ces deux candidats qui sont actuellement au coude à coude? Comment séparer? C'est très simple. C'est la volonté du peuple américain qui les séparera. Demain, quand on sera au-delà de peut-être 23h, 24h, on aura une idée de là où la balance penche. Mais les séparer, il n'y a que le vote qui va les séparer. Et le vote est ce qui se passe avant le vote. Mais on est tellement proche de cette échéance-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, lundi, pour que ça puisse influer sur ce qui va se passer mardi. On ne sait jamais, on ne peut pas être devant, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont au coude à coude et il n'y a que le peuple américain qui devra décider finalement du résultat de ce scrutin-là. Chacun d'entre eux a ses alliés. Elon Musk, qui représente un peu, si vous voulez, l'Amérique technologique, l'Amérique de l'industrie, mais s'est engagé pleinement dans la campagne. Mais de l'autre côté, vous avez vu que Barack Obama s'est engagé résolument dans la campagne. Et la plupart des artistes, que ce soit du cinéma ou de la musique, et tous ceux qui sont en Californie du côté de Hollywood, l'essentiel se range derrière Kamala Harris. Donc voilà. Les États-Unis, ils ont quand même un système électoral très, très, très spécifique qui peut faire changer la balance à tout moment. Oui, faire changer la balance, il faut relativiser. Vous êtes là en train de parler des grands électeurs, non? Oui, mais les grands électeurs ne sont pas des gens qui ont été choisis pour aller à l'encontre du vote populaire comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le résultat du vote populaire, il n'est pas dit que les grands électeurs vont se montrer contre. En fait, il faut plutôt comprendre ceci. Le système électoral américain ne fait pas appel à un deuxième tour. La majorité l'emporte, même si vous l'emportez d'une majorité courte d'un seul point. C'est-à-dire que les grands électeurs sont ceux qui représenteront chacun des États quand il faudra qu'il y ait cette réunion-là pour confirmer la victoire d'un des candidats. La Californie a un nombre de grands électeurs. Le Michigan a un nombre de grands électeurs. L'essentiel, c'est que les grands électeurs, vous avez le nombre en fonction de votre population. Mais il y a des bastions du Parti républicain comme il y a des bastions du Parti démocrate. Si vous dites démocrate, la Californie, ses intellectuels, ils sont de gauche. Ils sont des démocrates. Si vous parlez de la Floride, l'État des retraités, l'essentiel, ils sont républicains. Mais si vous parlez du Michigan, si vous parlez de la Pennsylvanie, si vous parlez de Caroline du Nord, vous avez les États pivots, c'est-à-dire les États qui ne sont le titre foncier d'aucun parti. Il faut donc aller se bagarrer là-bas pour remporter tous ces grands électeurs et avoir au moins 270 grands électeurs quand ils se réuniront pour remporter la mise. Les États-Unis d'Amérique ou les habitants des États-Unis d'Amérique sont-ils prêts à avoir une femme à la tête de cet État-là? J'ai entendu cette question-là au moins 3 fois ce matin. Oui, mais voyez un peu. 1972, il y avait une noire américaine qui voulait être présidente à l'élection présidentielle. Elle s'appelait Shirley Chisholm.
Oui, mais elle a cherché l'investiture du Parti démocratique. Elle ne l'a pas eu. Il y a eu Hillary Clinton également. Oui, mais il y a eu Hillary Clinton. Mais Hillary Clinton, au moment où se présentait, ce n'est plus les années 1972. Tout à fait. C'était les années 2000, fin 1900 et 2000. Mais à partir de ce moment, la carrière des femmes dans le jeu politique américain est devenue plus renforcée. La preuve, c'est que ça n'a pas été une bataille facile pour que Obama se fasse élire candidat du Parti démocratique. Ça a été une bataille féroce entre lui et Hillary Clinton. Mais là, on a un exemple qui est là devant nous. Mais vous avez un président des États-Unis qui s'appelle Joe Biden. Mais vous avez une vice-présidente qui s'appelle Kamala Harris. C'est une dame. À supposer qu'entre maintenant et la fin du mandat de Joe Biden, il y ait quelque chose qui est tellement grave qu'on ne peut plus compter sur Joe Biden. Mais qui c'est qui va le remplacer? C'est Kamala Harris qui sera Madame la présidente des États-Unis, Madame la commandante en chef. Donc, la position des femmes dans le jeu politique américain se renforce tous les jours, même si certains peuvent soulever la question, est-ce qu'ils sont prêts pour une présidente, pour une femme qui serait présidente, mais Kamala est vice-présidente et elle a le potentiel pour devenir présidente. C'est une élection présidentielle américaine, mais elle intéresse quand même le Sénégal. Pourquoi? L'élection américaine intéresse le monde entier, même la Corée du Nord. Vous comprenez pourquoi je dis même la Corée du Nord. Voilà. Donc ça intéresse d'abord parce que le pays qui s'appelle les États-Unis ne laisse personne indifférent. Et nous, en Afrique, il y a le facteur communauté africaine-américaine qui est extrêmement importante pour nous. Regardez le sport, regardez la musique, regardez le spectacle. Il y a toujours des figures qui sont là, des figures noires américaines qui vous intéressent et qui vous fascinent. De ce point de vue, la puissance des États-Unis aussi, dans beaucoup de domaines, sinon dans tous les domaines, font que ce pays-là est un pays que tout le monde regarde et scrute. Pour le Sénégal, qu'est-ce qu'il y a? Je dis toujours que bon, ce n'est pas tellement parce que vous avez tel président ou tel président que vous allez avoir un changement littéral des États-Unis par rapport à l'Afrique. Regardez, vous aviez eu Obama. Mais quand on y regarde de près, qu'est-ce que Obama a véritablement changé dans les relations politiques et économiques entre les États-Unis et l'Afrique? Pas grand-chose. Il a fait quand même des choses. Si vous parlez du programme YALI, Young African Leaders Initiative, du programme Mandela Washington, Mandela Washington Foundation ou Mandela Washington Fellowship, mais c'est le Barack Obama qui a fait ça, au point que les gens se disaient, après Barack Obama, est-ce que ça va continuer? Ça continue avec Biden. Des initiatives comme ça peut exister, mais dans l'ensemble, ce que j'entrevois, c'est que, si vous voulez, le profil de la coopération américaine avec l'Afrique restera à peu près le même. On ne va pas enlever l'USAID, on ne va pas enlever le Millennium Challenge Account, on ne va pas enlever les Peace Corps. Ces entités-là continueront à fonctionner avec la possibilité de renforcer avec d'autres initiatives, par exemple venant de Kamala Harris et peut-être moins de Donald Trump. Monsieur Sène, c'est clair, avec Kamala Harris et moins de Donald Trump. Alors, on me signale que le temps est épuisé. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de souhaiter une campagne, enfin elle est terminée, une campagne réussie aux États-Unis et une élection bien réussie et qu'après, une fois que les résultats seront connus, qu'il n'y ait pas de débordements comme on en a vu un certain 6 janvier. Tout à fait. Je le souhaite à ce pays-là que je connais beaucoup, où j'ai beaucoup d'amis et avec lequel certaines institutions, je travaille pratiquement tous les jours que je fais. Au Sénégal, souhaiter que cette campagne se termine dans les meilleures conditions et qu'on ait une Assemblée nationale qui puisse nous pousser davantage vers le développement. Entretien spécial, recevez Ousmane Sène. Je rappelle qu'il est le directeur du Centre de recherche ouest-africain. Il est également spécialiste des études américaines. L'entretien spécial, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous dans un autre numéro d'entretien spécial.